Bien, merci à vous tous. Je fais juste quelques remarques aussi à mon tour avant de passer la parole à la salle. C'est vrai que c'est un exercice un peu complexe en fait, d'isoler des éléments qui nous paraissent plus cruciaux que d'autres, qui sont apparus pendant la journée. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, il n'était pas... Simone Wiener disait que, par exemple, cette question de l'entrée était difficile. Du commencement, il y avait une difficulté à la dialectiser. Du coup, il n'a pas toujours été évident de tenir véritablement cette question du commencement ou de l'entrée dans toutes les interventions, j'ai trouvé, y compris dans les discussions avec la salle. Alors, la question que je pose, c'est ça, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que ça tient d'une série de contingences, voilà, ou est-ce que c'est inhérent en fait, à la question même du commencement de l'analyse. Ça, c'est une question que je me suis posée. Le deuxième point, effectivement, on a beaucoup parlé de la confrontation des corps. Cette citation a été donnée en fait ce matin. Elle a souvent été reprise. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a, Lacan souligne qu'il y a ce temps préliminaire où il y a confrontation des corps et il n'en sera plus question après, en fait. C'est ça le point. Alors, l'autre point aussi que j'ai relevé, et là aussi c'est Simone qui m'y a fait penser, en fait, on n'a pas beaucoup parlé, et je ne sais pas pourquoi, en fait, du passage au divan, très spécifiquement. Ça a été vaguement, parfois, évoqué, et c'est aussi une question, c'est-à-dire c'est des questions pourquoi on a parlé de ceci ou de cela, mais pourquoi on n'a pas parlé de certaines choses aussi. Et notamment le passage au divan finalement n'a pas été évoqué. Alors est-ce que c'est une question superfétatoire ou pas? Enfin, c'est quand même un peu. Peut-être on s'interdit de penser que c'est le moment du passage à l'analyse, et donc du coup on l'a écarté, alors que ça peut quand même. Oui, peut-être, mais du coup, on rate aussi cette question-là. Je vais faire une remarque. Le passage au divan, c'est aussi une façon d'entériner que l'association libre est en place, peut se faire, peut se dérouler. Hein, parce que quelqu'un qui n'arrive pas on rencontre des patients. Quelquefois la question se pose, est-ce que cette personne va faire une analyse ou est-ce que je suis en train de me faire embarquer moi l'analyste dans une psychothérapie et de l'embarquer lui aussi, hein, bien sûr. Alors le passage au divan, je pense que ça témoigne aussi d'une possibilité d'association, d'une capacité d'association de l'analyse. Mais évidemment, ça ne signe pas la capacité d'association, ne signe pas l'analyse. Mais c'est ça, là, on parlait de conditions, c'est quand même une condition. Oui, mais moi, ma question, à la limite, elle est même au second degré. C'est-à-dire, la question, c'est pourquoi on n'en a pas parlé, en fait. Parce que non, mais ça n'a pas été tellement développé, cette question-là. Alors, j'y pense maintenant, mais dans la journée de 1986, là, sur l'entrée en analyse organisée par l'ECF, il me semble, puisqu'on avait lu les actes en fait avant la journée, là, cette question du passage au divan n'avait quasiment pas été évoquée. Il me semble, c'était Antonio Quinet qui l'avait évoqué, je crois bien. Bon. Juste un peu, je continue un peu les éléments là que j'avais notés. La question du père réel, donc aussi a été souvent mentionnée, évidemment en ce qui concerne la fin et la passe, mais pas seulement en fait. Bon. Il y a un point, moi j'avais relevé, j'étais revenu en fait à ce que Lacan disait quand il parle en fait de l'entrée en analyse et des entretiens préliminaires. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a des points qui me semblent vraiment importants parce que, notamment, il dit, à un moment donné, c'est quand même un point important, c'est-à-dire qu'il dit, vous voulez savoir ce que c'est qu'un acte analytique ? Il dit, l'acte est à portée de chaque entrée dans une analyse, en fait.
Alors, je dis c'est intéressant parce que aujourd'hui on retient souvent cette question de l'acte corrélée en fait plutôt à la fin, à la passe, etc. Et pas tellement à portée de chaque entrée dans une analyse. Donc ça c'est un point. Deux autres remarques aussi par rapport à ce que Lacan avait essayé d'amener, notamment dans les années 50, on a parlé de la rectification subjective. Moi, je pense, donc cette question a été reprise aussi. Je crois qu'il faudrait y revenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend véritablement et qu'est-ce que Lacan pouvait entendre par rectification subjective parce que il semble qu'il identifie un problème dans les années 50, puisqu'il dit, en parlant d'odorat, mais comme cas paradigmatique, il dit il y a la rectification subjective d'abord, ensuite le développement du transfert, puis l'interprétation. Et ça donne une sorte de scansion comme ça. Donc ça veut dire, oui, et il dit c'est à renverser cet ordre que nous avons perdu l'horizon de la psychanalyse. Donc là il est dans les années 50. Je me suis demandé de quoi il parlait en fait, c'est-à-dire de quel problème, de quoi s'agissait-il à ce moment-là, pour qu'il y ait une inversion et qu'on confonde finalement rectification subjective et interprétation. Puisque l'ordre est renversé, on situe l'un à la place de l'autre. Ça, c'est une question que je me suis posée sans vraiment y répondre, mais je pense qu'il y a un débat à ce moment-là avec Chris, le trio, là, Hartmann et Loewenstein, qui écrivent des articles sur l'interprétation et rien que sur l'interprétation, etc. Bon. Et le deuxième point sur lequel Lacan insiste aussi, c'est assez curieux, mais je me suis demandé, suite à la remarque de Dominique Simonet tout à l'heure aussi, si ça n'avait pas un lien, c'est que Lacan insiste beaucoup sur la nécessité des nombreux entretiens préliminaires. Et il y insiste pas tout de suite, il y insiste plutôt dans les années 60-70. Il y revient plusieurs fois avec des formules assez radicales. D'ailleurs, ça a un rapport avec le passage au divan aussi, puisqu'il dit « Ne vous pressez pas trop si vous voulez avoir un peu de dignité, ne les allongez pas tout de suite, etc. » Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre l'insistance qu'il a à dire prenez le temps des entretiens préliminaires, etc. Si ça n'avait pas un lien avec le fameux âge d'or de la psychanalyse dans les années 70, c'est-à-dire l'idéalisation de la psychanalyse, et qui ne parlait pas là aux analystes en disant ne faites pas trop vite les analystes, en gros en allongeant sur le divan de façon précipitée, etc. Ouais. Et dernier point, après je passe la parole, c'est une remarque, parce qu'il y a eu des remarques dans la salle, il y a eu les remarques au niveau des exposés, puis les remarques informelles aussi autour d'un café. Vincent Clavurier, tout à l'heure en discutant, me disait que suite aux exposés de ce matin, on se rendait compte effectivement à quel point Lacan avait vraiment une préoccupation au niveau des entretiens préliminaires, ce qu'il appelle par ailleurs Lacan la phase de départ. Il avait une préoccupation qui était finalement éthique et pas du tout diagnostique. En fait, c'est-à-dire que quand on revient aux éléments de ce qu'il dit au niveau de l'entrée en analyse et entretien préliminaire, il n'y a pas de considération diagnostique. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire ce qu'on entend parfois, même souvent, que en gros les entretiens préliminaires sont là pour faire le tri. Et qu'il s'agit en fait d'exclure, il faut le dire, les sujets psychotiques particulièrement, voilà. Alors qu'on ne trouve rien, mais rien de cet ordre-là chez Lacan. C'est-à-dire les entretiens préliminaires préparent à ce qu'il appelle, préparent à dégager l'os du dialogue. En fait. Donc ce ne sont pas des considérations diagnostiques. En fait. Donc ça me paraît important parce que il me semble que quand on se préoccupe un peu trop du noméa comme étant peut-être une remarque de Lacan qui signalerait que dans l'époque il y aurait de nouvelles positions subjectives, je pense que là on a des préoccupations diagnostiques qui reviennent. Mine de rien, alors que Lacan, par rapport au noméa, c'est assez intéressant justement, dans les noms du père, parlait des noméa, c'est-à-dire des analystes qui étaient nommés à exercer la psychanalyse, c'est-à-dire les titulaires de certaines sociétés de psychanalyse. Donc c'était ça en fait, dont il parlait essentiellement en fait. Ce qui rejoint la question de l'époque, évoquée, et la responsabilité des analystes.
Voilà, donc je passe la parole à la salle. Oui. Une remarque supplémentaire, parce que j'ai retrouvé le nom du garçon qui a écrit 6 pages de texte préliminaire, c'est Vapro, et il cite encore, il cite beaucoup, donc je pense que c'est la direction de la cure, et Lacan dit, par exemple à propos de l'Omora, démarche de Freud par rapport à l'Omora, que ce qui nous étonne comme d'un endoctrinement préalable tient simplement à ce qu'il procède exactement dans l'ordre inverse, à savoir qu'il commence par introduire le patient à un premier repérage de sa position dans le réel. Dit-il, celui-ci a entraîné une précipitation des symptômes, etc. Autre exemple notoire, quand il réduit Dora à constater que ce grand désordre du monde de son père, dont le dommage fait l'objet de sa réclamation, elle a fait plus que d'y participer quand s'en était fait la cheville et qu'il n'eût pu se poursuivre ce manège sans sa complaisance. Alors ça, c'est ce que faisait Freud finalement avant l'analyse, si je puis dire. C'est-à-dire première mise au point pour faire, alors je ne sais pas si c'était quelque chose qu'on ferait encore, mais pour faire mettre avec la patiente ou le patient au point de sa participation subjective, je ne sais pas si c'est ça la rectification, dans cette histoire. Passage. Je capte le passage. Bon. Bien. Un petit mot au passage pour confirmer ce que vous venez de dire, c'est de rectifier la position de la belle âme. Parce que, vous voyez, ce que fait Freud, ce que Lacan fait remarquer, c'est ça. Monsieur. Puis après, il y a quelqu'un. Juste une dernière remarque avant de passer le parole. C'est nous la table ronde, hein, ça doit circuler ici. Non, on les invite un peu quand même ou pas? Non, je veux dire que moi, tu dirais diagnostic éthique finalement, toi, hein, je crois. Ça, je trouve ça formidable, parce que effectivement, quelqu'un qui vient, je sais pas vous, mais quelqu'un qui vient en disant, moi, je veux faire une psychanalyse. Je trouve que c'est pas moins ni plus suspect que quelqu'un d'autre, mais quand même, on attend un peu plus que ça. Surtout qu'il y a des gens, effectivement, qui sont envoyés par des écoles de coaching ou des choses comme ça. On m'a dit de venir faire une psychanalyse, quelques séances, avant d'avoir ma validation, machin chouette. Bon, alors évidemment, là, ça nécessite un peu de travail. Et puis, moi, j'interviens aussi dans le domaine des hôpitaux. Enfin, je vois des gens qui arrivent avec un cancer. Donc, parce qu'on leur a dit, écoutez, pour mieux vous soigner votre cancer, il faut que vous alliez faire un petit peu de psychanalyse. Bon, donc les gens arrivent comme ça. Ce qui ne veut pas dire du tout que ça peut pas, à partir de ce que disait Pierre Bruno ce matin, c'est-à-dire d'avoir l'oreille quand même, l'autre oreille un peu là derrière. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, à ma grande surprise, que des gens viennent avec un diagnostic non purement médical, pour le coup ils en ont un, et au bout de quelques mois, entrer dans une psychanalyse authentique. Donc c'est pas non plus perdu à tout coup d'arriver avec un diagnostic. Juste là-dessus, mais je poursuis là-dessus. En ça, je trouve que y a une continuité justement, et par rapport aux nouvelles demandes, c'est effectivement, je suis d'accord que par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, qu'il n'y a pas une telle différence avec l'époque où Freud, parce que même quand les gens allaient chez Freud, je pense pas qu'ils avaient forcément une demande d'analyse. Finalement, on est toujours confronté à cette question de comment dialectiser, comment accueillir quelque chose, et du point de vue éthique et non pas diagnostique, et au-delà, surtout accueillir en analyste. Enfin voilà, bon, je ne vais pas revenir, je vais laisser la parole à... Oui, juste je voudrais reprendre quelques points parce que quand même ça me paraît important de constater qu'on parle plus facilement de la passe que de l'entrée en analyse. C'est quelque chose, aujourd'hui ça a été vrai d'ailleurs. Bon, peut-être la question de témoignage, etc. Mais il me semble que quand on cite Lacan, il faut prendre le soin de le citer entièrement. Quand il parle de la confrontation de corps, il dit confrontation de corps et des jouissances. Et des jouissances. Et c'est ça qui d'ailleurs rend la question un peu encore plus énigmatique et plus pointue, puisqu'il dit qu'au fond, il ne laissera plus question après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pendant la question de préliminaire. Donc en fait, bon, ça c'est un point. Deuxièmement, Lacan ne parle jamais de la demande d'analyse. C'est curieux quand même. Lacan, il dit, même précisément, moi je n'encourage jamais quelqu'un d'entamer une analyse, sauf s'il a un désir décidé. Il parle de désir et pas de demande.
D'ailleurs, il y avait eu le CEF, il y avait eu à des moments des articles sur les analyses sans demande. Moi, je crois que c'est quelque chose qui serait intéressant de voir, parce qu'on se fixe sur la demande et en plus sur le contenu, sur l'objet de la demande. Alors, je crois qu'on en a parlé ce matin, je ne vais pas y revenir. Donc, il y a cette question. Et la question de la rectification subjective, là aussi, quand même, Lacan, il donne la définition. Il ne faut pas se priver. Il dit que la rectification subjective, c'est le changement des rapports avec la réalité. Et ça, je crois quand même que c'est quelque chose qui, justement, est une sorte de préalable. Et je crois que Nicolas Guérin a bien fait de situer justement ce qui... C'est qu'il y a quelque chose comme une nécessité du positionnement du sujet qui cesse à attribuer à l'autre la cause de ce qui lui arrive, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qui est repérable. Donc, sans doute, il y a des repères. Mais après, évidemment, on rentre dans la question des contingences et du repérage entre le psychanalyste, l'analysant, etc. Et le fait de pouvoir en témoigner, qui est une autre affaire encore. Voilà. Mais il me semble quand même qu'il y a ces points-là qu'on ne peut pas laisser de côté. Deux questions à propos du divan, du passage au divan. Vous avez dit, Dominique Simonet, qu'à partir du moment où l'analysant se sent troublé par le regard de l'analyste, il faut le passer au divan, c'est ça? Mais un signe. Que le regard de l'analyste, que le patient, la patiente a besoin de se passer du regard de l'analyste. Et est-ce qu'on ne pourrait pas considérer ça comme une fuite? Comme une fuite, une échappatoire? Parce que je pense à des personnes qui associent, qui sont dans la situation. J'ai souvent remarqué qu'il y a ce moment, je vois que ça va être, je suis seul à interroger, mais avec un tour, j'ai souvent remarqué qu'il y a un moment dans les entretiens où la personne est gênée par le regard. Pour moi, c'est en tout cas une indication par une autre. Un moment où elle en parle de ce regard, de la présence du regard, d'avoir envie de... Non. Ah oui, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas un spécial, c'est un signe. Et... Personne n'a remarqué ça. Une analyse passe-t-elle forcément par le passage au divan? Un acte analytique, passerait-il forcément par le passage au divan ou... D'accord. Et une autre question? Les gens qui rendent 10 ans en face à face, c'est aussi la psychanalyse. J'ai tout bien faire ça. Et des passages face à face, divan, réguliers. Est-ce que, par exemple, une séance sur le divan, une séance face à face? Il peut arriver dans une cure à un moment précis. On demande qu'il peut arriver dans une cure à un moment précis, pour des raisons précises. On propose à l'analysant ou à l'analysante de reprendre place dans le fauteuil parce qu'il y a telle chose qui s'est passée, telle mise au point à faire. Mais je ne dirais pas d'une comme ça, alterner divan. Non, mais ça peut arriver. On peut dire à quelqu'un, d'ailleurs, Lacan l'a fait avec moi, j'ai quelques témoignages, Lacan l'a fait, de dire à quelqu'un, cette fois-là, mettez-vous sur le fauteuil, pour faire une mise au point ou quelque chose, ou un acte, comme ça. Moi, j'ai une question sur la citation sur laquelle vous revenez tout le temps, là, sur la rencontre des corps. Je ne comprends pas, en fait, la deuxième partie de la citation, pourquoi il n'en sera jamais question après. Mais ça parle de rencontre des corps. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. Oui, mais pourquoi la question de la rencontre des corps, il n'en sera jamais. La subjective qu'entraîne la situation analytique fait qu'il n'y a plus de rencontre des corps et qu'il n'y a plus de rencontre des existences.
Au-delà de rencontre, au-delà de face à face, je crois que c'est ça. Moi, j'ai compris comme ça. Connaître une puissance à corde, bien sûr, oui. Bon. En fait, quand vous dites que ce qui est important, c'est cette rencontre des corps au début, c'est aussi pour insister sur la présence réelle, puisque d'ailleurs, vous avez dit pas le téléphone. Je crois que c'est pas ça la présence réelle. Donc, c'est vrai que vous avez soutenu ça, mais je crois que la présence réelle, c'est tout à fait autre chose que cette rencontre des corps. C'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui pour la fois, se passe au cours de la psychanalyse. Et on ne sait pas du tout le premier entretien, les premiers entretiens où on est face à face et où les corps se confrontent dans un dialogue. La présence réelle, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Bon. Pierre Bruno a une question, mais je profite du micro juste pour faire une remarque. Il y a eu une extension, notamment dans ton intervention, Pierre, de cette notion de rectification subjective qui m'a paru tangentée, ou en tout cas à devenir un peu confus pour moi, par rapport à ce qui a été, à la fin, appelé levée de démenti. Sur la rectification subjective, il y a un passage dans les derniers séminaires de Lacan, mais j'ai oublié où est la formulation exacte, mais il parle de rectification subjective à un moment qui est situé très clairement comme étant la fin de l'analyse. Donc je faisais cette remarque puisqu'effectivement, comme le rappelait Nicolas Guérin, dans la première fois où il parle de la rectification subjective à propos de Dora, il institue quand même un ordre chronologique ou logique, qui laisse à penser ou qui laisserait à penser que la rectification subjective, c'est-à-dire, je suis d'accord avec la définition générale qu'en a donnée Dimitri, la rectification des rapports avec la réalité peut très bien intervenir de façon tout à fait efficace au moment de la fin d'une cure. Parce que quelquefois, ça rejoint un peu la question de l'Ablehnung dont j'ai parlé, dont j'ai dit que finalement il serait souhaitable que ça soit une question vraiment étudiée. Il y a, y compris au moment de la fin d'une analyse, quelque chose dont on peut remarquer qu'il témoigne encore d'une adéquation des rapports du sujet avec la réalité, sous la forme de... Bon, j'ai du mal à inventer comme ça un exemple, mais sous cette forme très pernicieuse et en même temps très courante, y compris que chacun peut prendre pour soi, des accommodements avec la réalité. Ne serait-ce que la façon, quelquefois, de rendre compte à quelqu'un d'un fait, d'une certaine façon, en rabotant un peu les angles aigus, pour des raisons qui peuvent être tout à fait d'ailleurs honorables, mais qui témoignent d'une certaine difficulté à parler de la réalité sans accommodement. Ce qui est... bon, je fais une petite remarque au passage. Les hommes sont beaucoup plus, de ce point de vue-là, dans l'accommodation ou dans l'accommodement de la réalité que les femmes. Les femmes, elles peuvent mentir carrément. Mais quand elles disent vrai directement. Et je trouve que... comme ça qu'on peut repérer la différence de sexe. Ensuite, c'était juste une précision sur... Oh, pardon. C'était juste une précision sur la question du regard. Ce
ce que dit Lacan, c'est très exactement que la question du passage au divan peut se poser, je ne sais pas s'il dit se pose, mais en tout cas peut se poser à partir du moment où l'analyste constate que l'analysant peut se passer de l'appui du regard de l'analyste. Non mais c'est exactement la formulation de Lacan. Alors, juste tout d'abord... Paul veut dire un mot, tu fais vite. D'accord, je vais vite. Oui, je voudrais intervenir par rapport à ce que disait Nicolas Guérin sur le diagnostic. Moi, j'ai entendu Lacan 2 fois, j'ai entendu parler de cette question-là. Une fois dans un séminaire, il disait... On parle d'hystérophobie, pour moi ça n'existe pas, c'est soit hystérie, soit phobie. Et quand je suis allé le voir, j'ai présenté cette femme qui délirait, j'ai dit, bon, elle n'est pas psychotique, c'est une psychose hystérique. Il m'a dit non, c'est soit une psychotique, soit une hystérique. C'est une hystérique. Donc Lacan faisait très cas de la structure. C'est-à-dire ce qui l'intéressait, ce n'était pas le diagnostic, c'était la position subjective et particulièrement la position du sujet dans le transfert. Et effectivement, on peut faire une cure à condition que, d'abord, on prenne en compte comment se positionne le sujet dans le transfert et comment nous, analystes, nous pouvons nous positionner par rapport à ce transfert-là et comment supporter le transfert. Voilà, une contre-indication à l'analyse, c'est l'impossibilité de supporter un transfert. Voilà. Bon, allez, j'ai parlé. Alors, Joël. Merci. Donc, tout d'abord, merci pour la richesse des interventions de la journée. Et je voulais revenir sur cette question du regard qu'a abordé la première personne qui a parlé là pour la table ronde, parce que donc il y a à la fois cette question de l'analysant qui est dérangé par le regard peut-être de l'analyste, mais il me semble que ce qui a donné l'idée à Freud d'allonger l'analysant, c'est que lui-même ne voulait pas se sentir dévisagé par les analysants 8 heures par jour pour se soustraire, lui, au regard des patients. Pardon ? Oui, alors est-ce qu'il y a quelque chose de son confort ? Certainement, mais est-ce qu'il se joue derrière son confort autre chose d'important, dans la mesure où le regard est quand même un des objets pulsionnels aussi. Enfin, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à creuser de ce côté-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, à propos de cette confrontation de corps, enfin, je me posais la question. Enfin non, d'ailleurs, je me la pose pas. J'affirme que c'est quand même la question c'est pas hors sexe la psychanalyse. C'est s'adresser à un homme ou s'adresser à une femme, c'est pas tout à fait pareil. D'ailleurs, Pierre Bonneau vient de souligner quelques différences quand même. Il y a de la différence. Alors, évidemment, en cours de travail, on peut accrocher sur le porte-manteau du semblant d'objet A. Une femme peut devenir le papa, mais dans les entretiens préliminaires, je pense qu'il y a cette dimension du sexe de l'analyste qui est là, quoi. Bon, ça c'était une remarque. Maintenant, j'ai un autre point. Je ne pense pas, vous voyez, que la question du noméa soit une question glisse vers la question du diagnostic. Je pense que Lacan, là, parce que la clinique, c'est pas fini, on n'a pas fini de la construire, la clinique. Donc,
la question du noméa, c'est des positions subjectives qui se présentent et qu'on ne sait pas trop comment faire, quoi. Est-ce qu'on va allonger, est-ce qu'on va pas allonger, est-ce qu'on glisse alors évidemment les effets du discours capitaliste comme il a été remarqué là à un moment donné dans la journée, on peut dire que oui ça a des effets, tous les sujets deviennent des pervers. Non, mais les sujets sont pris, enfin, d'ailleurs c'est une question que je voudrais vous poser, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, les entretiens préliminaires, ça dure beaucoup plus longtemps qu'avant? Comment se fait-il? Enfin, moi, c'est ce que je constate dans ma pratique. Pourquoi ou alors c'est peut-être moi qui ai changé, j'ai vieilli, oui, mais comment se fait-il? Il y a des sujets qui viennent en analyse aujourd'hui, qui sont vraiment fracassés. Et avant d'analyser quelque chose, et ce ne sont pas des psychotiques, avant d'analyser quelque chose, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose à construire. Alors, vous voyez, c'est là qu'intervient la question du noméa. Je pense que Lacan cherche, comment pourrait-on dire, oui, alors ça peut rejoindre le diagnostic, une catégorie clinique, je dirais plutôt un concept pour opérer dans la pratique. Par exemple, quand Freud a inventé, a pu produire le concept de thérapeutique, réaction thérapeutique négative, ça lui a permis de mettre sous ce vocable un tas de phénomènes qu'il ne savait pas où caser. Mais à partir du moment où il a pu élaborer ça lui a permis d'opérer autrement dans la pratique. Et je pense qu'avec la question du noméa, c'est la question que Lacan nous pose. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, moi je voulais juste revenir sur cette phrase dans Ou pire, où effectivement Lacan parle des entretiens préliminaires avec la confrontation des corps. C'est vrai que j'ai travaillé ce passage de ce séminaire assez souvent en étant parce que je trouvais que c'était assez énigmatique aussi. Et ce que je vous propose, moi, que j'ai comme lecture, c'est que finalement il dit la confrontation des corps est là, et ensuite il n'en sera plus question quand on sera dans le discours analytique. Et il me semble qu'à ce moment-là, effectivement, l'analyste en position de semblant d'objet A, incarne quelque chose du réel de l'analyste qui était dans la confrontation des corps, la confrontation des réels. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Ceci dit, j'ai mis du temps d'abord à le comprendre, et c'est vraiment parce que c'est revenu aussi aujourd'hui que j'en ai entendu quelque chose comme ça. Parce qu'en plus de ça, je l'ai travaillé par rapport au travail analytique avec les enfants, où justement on n'a pas le recours au divan. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que le réel de l'analyste y est toujours très très présent, peut-être un peu encore plus, même si on peut être dans le discours analytique quand même. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose de différent quand on travaille avec les enfants. C'est pour ça que j'avais travaillé beaucoup cette phrase-là. Merci. D'autres? Marie-Jean. Non mais finalement, cette insistance, c'était une remarque de Pierre, mais il se trouvait que moi-même j'avais été arrêté par cette remarque de Lacan, selon laquelle c'est pas le psychanalyste qui prend la position de A, c'est l'analysant qui l'y met. Et il y a une sorte de paradoxe quand même là-dedans, dans le fait que qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'y mettre si on est encore pris dans toute une série de déterminations, etc. Ça veut dire l'y mettre, ça veut dire qu'il faut bien que quelque chose ait changé par rapport au réel. Je me demande même si c'est pas synonyme de la rectification subjective d'un certain point de vue, au sens où il faut bien que ça ouvre une brèche telle que le sujet puisse finalement se faire une cause pour son désir. Et j'étais sensible à la façon dont Nicolas rappelait le passage dans lequel Lacan parle du noméa en l'attribuant au psychanalyste. Parce que c'est vrai que si celui qui est mis dans cette position
occupe cette place parce qu'il a été désigné d'office, ça revient au fait que lui, son acte, il est réglé par un autre. On est dans une position absolument religieuse qui, en effet, qui interdit le déroulement de l'analyse. Enfin, c'est un peu comme ça que... Après, c'est une autre question. Les effets... Enfin, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais essayé de dire, sur les effets de... Je veux dire, si on essaye d'examiner les caractéristiques du lien social contemporain sans la psychanalyse, on ne la trouve pas. Bon, c'est évident. D'autres questions? Allez, une dernière remarque. Après, si la table ronde veut faire quelques commentaires de clôture, et puis à 8h, à 8h, il faut vider les lieux. Il faut que les lieux soient vidés, pardon. Oui, juste une phrase qui m'a un peu accrochée là. Il a été dit par le dernier intervenant là, de la table ronde que l'analyse s'est heureusement dégagée de la passe. Voilà, c'est quelque chose qui m'a titillé parce que est-ce à dire que il se passe plus rien après pour lui? Enfin, c'est assez un peu radical, je trouve. Donc quelque chose qui se ferme là. Voilà. Je peux vous répondre rapidement. Le psychanalyste est dégagé de la procédure de la passe. La procédure. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans la plupart des associations, mais par exemple à la PJL, on veille à ce que le psychanalyste soit le plus loin possible de la procédure de la passe concernant son analysant qui est passant à ce moment-là. L'anonymat également est respecté, oui, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que le passant n'est plus en analyse, enfin, c'est son problème. Mais je parle de la procédure de la passe elle-même, là où le cartel de passe se réunit pour entendre le témoignage des passeurs. Ah oui, ça c'est bien sûr, c'est autre chose. D'autres questions, d'autres remarques? Bien, écoutez, on peut conclure cette journée. Personnellement, je voudrais donc remercier les intervenants qui se sont succédés aujourd'hui. Vous remercier vous aussi pour votre présence. Remercier aussi les deux associations, Encore et la PJL, qui se sont, je trouve, parfaitement associés pour organiser cette journée. Et voilà, évidemment un merci particulier au comité d'organisation qui a tenu bon devant les obstacles rencontrés, mais qui a permis que cette journée se fasse. Voilà, bonne soirée.